Salut Antoine, Salut François, très bonne année à toi. merci, toi aussi, ça fait Merci longtemps, hein. beaucoup. Ouais, carrément, hein. La dernière fois, c'était quoi? C'était pour Boîte Noire, peut-être, non? Je pense pour Boîte Noire. Ouais, tout à fait, entre Ok. autres. Ah, Entre donc autres. ça remonte un petit peu. Ouais, et puis pour cause, hein, il n'y a pas eu une fin d'année incroyablement excitante au cinéma. Euh, ou alors en fait, si, c'est arrivé, enfin en ce qui me concerne, c'est arrivé très tard, trop tard. Il y a eu le Faraday, un héros que j'ai pas encore pu voir malheureusement. Il y a eu The Card Counter avec Oscar Isaac, que j'ai pas encore pu voir. Et puis le tralala des frères Larieux, mais qui, bon, j'aime beaucoup les frères Larieux, mais la bande-annonce m'a un peu effrayé, donc j'attends une sortie DVD. Ouais. Mais une fin d'année pas très excitante, et on en discutait en off juste avant, une année pas forcément incroyable non plus, enfin en tout cas pour nous deux, pas un millésime de fou, malgré la pléthore de sorties cette année, comme toutes les autres années de toute façon, mais peut-être là un peu plus à cause du rattrapage post-Covid, non? C'est ça, je saurais pas dire. J'imagine qu'il y a des films qui sont pas sortis, notamment dans les gros blockbusters et tout ça, tu vois, et d'autres qui ont rattrapé des retards et tout. Je pense à un film comme Top Gun, par exemple, le nouveau Top Gun avec, Ah oui, Tom Cruise, qui devait sortir en 2021, qui est pas sorti. Donc je pense qu'il y a eu aussi des décalages. Je saurais pas dire s'il y a eu plus de films ou pas en vrai. Après, il y a des films, c'est vrai que c'est un peu étrange. Bon, il faut aussi préciser un truc qui est peut-être tout bête, mais c'est que à titre personnel, c'est pas mon métier, par exemple, de voir des films. Donc je sais que je suis pas allé aussi. Il y a plein de films que j'ai loupés, tu vois. bien sûr. Non, mais En pareil, n'étant pareil. pas critique professionnel, bah, on va pas tous les jours au cinéma ou quoi. Malheureusement, ce serait magnifique. Et donc du coup, c'est difficile. Là, ça va être quelque chose de très subjectif de parler de l'année de cinéma dernière, 2021, sans avoir pu avoir un avis bah, sur tous les films qui sont sortis et tout ça, quoi. Donc, mais oui, beaucoup de films. Et puis aussi des petits décalages, tu vois, par exemple, il y a des films, je pense, qui ont été mis dans des top 20 et qui ont été mentionnés enfin, dans des top 2020 que moi j'ai vu en 2021. Je pense au film d'Albert Dupontel, dont le titre m'échappe bien De sûr, l'écho. Adieu les cons, et Drunk, par exemple, de Oui, Drunk. Winterberg, ça, Winterberg, Ouais. euh, que j'ai vu qu'en 2021, en fait, à la réouverture des salles, en fait, parce qu'il y a eu aussi des rattrapages comme ça de films qui sont ressortis, en fait. Et qui m'ont beaucoup plu, moi, et qu'on peut difficilement mentionner pour cette année, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est une année un peu spéciale. Oui, comme toujours, et puis on est bloqué par. Voilà, c'est vrai que la situation Covid n'incite pas à sortir plus que ça non plus et à se faire violence sur des films que peut-être avant le Covid on serait allé voir. Voilà, bon, peut-être que les gens ont tendance, nous en tout cas, à sélectionner un petit peu plus de ce qu'on va voir en salle. Je suis tout à Euh, fait d'accord. Et s'ajoute à ça un truc aussi peut-être de grande tendance générale. Euh, la place toujours plus importante des plateformes, année après année. Là, je crois que c'est aujourd'hui que doit se voter une nouvelle chronologie des médias pour la France. C'est une chose très importante, tu sais, dans cette fameuse chronologie qui distingue des sorties salles, des sorties Netflix, des sorties Amazon, des sorties télévision, des diffusions télé. Voilà, les cartes vont être un petit peu rebattues à ce propos-là, ce qui fait que de plus en plus, j'ai pas les chiffres en tête, encore une fois, hein, parce qu'on n'est pas journaliste spécialisé forcément là-dessus, mais ça c'est su, le Covid a influencé ça de manière énorme. Il y a des habitudes de consommation et triste mot, mais on va dire de diffusion et de visionnage qui se font de plus en plus à domicile avec ces services-là. Il y a des films, des grosses exclusivités qui déboulent là-dessus maintenant et pas en salle. J'en mentionnerai une sortie dans mes tops, quoi. Voilà, de plus en plus, hein, la salle est un peu mise en danger ces dernières années, encore plus, quoi, avec le Covid. Donc, ouais, c'est très spécial et voilà, on va certainement en parler, quoi. C'était une année un peu étrange. Raison de plus, et c'est un appel aux personnes qui nous regardent pour raison de plus pour faire plaisir aux salles d'art et d'essai et, et savoir prendre des risques dans ces salles-là, je pense. Parce qu'on a toujours des bonnes surprises et si on a envie de mettre les pieds dans une salle de cinéma, il vaut mieux le faire dans une salle d'art et essai que dans un gros complexe, évidemment. Tout à fait. Euh, Et enfin, après,
voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis ces salles-là proposent des programmations justement encore plus atypiques, des choses qui vont se distinguer justement de ces plateformes-là. Et d'un l'autre côté, on a vu aussi des salles plus en mode multiplex, hein, des gros complexes et tout. Je te mentionnais en off que demain j'allais voir le nouveau Del Toro, Nightmare Alley. Et il se trouve que je vais le voir en Dolby Vision. Je vais essayer d'aller au Pâté Beaugrenelle, le voir en Dolby Vision dans des conditions de diffusion extraordinaires entre guillemets, quoi. Donc on voit les salles de cinéma essayent de capitaliser ou du moins de renforcer leur position sur ce qui peut distinguer du visionnage à domicile, quoi. Donc tant mieux, voilà, il y a des très belles propositions en salle, quoi, que ce soit du côté art et essai, et on va en parler aussi. Il y a eu des films qui nous ont vraiment frappés, des gros films forcément américains ou pas forcément blockbuster, mais des vraies propositions de cinéma, quoi, qui heureusement, qui nous ont permis de respirer un peu et de se dire, ah mais voilà, ok, c'est encore, encore heureux, il y a encore un intérêt à aller voir des films en salle, quoi, carrément, et qui redonne un peu foi comme ça, quoi. Ouais, moi, ce que je te propose, Antoine, c'est on va faire un bilan un peu général de ce qu'on a vu cette année. On va pas revenir en détail, évidemment, sur tous les films qu'on a Non, pu, non, bien sûr. sur lesquels on a pu discuter lors de nos précédents podcasts. Mais l'idée, ça serait je pense, de se mettre d'accord sur quelques films qui nous ont tous les deux vraiment marqués sur 2021. Je crois qu'on peut citer Benedetta, Tout à on fait. peut citer France, et je pense, et peut-être, non, Dune, non, toi, t'as pas aimé, je crois, pas trop. Non, enfin, tu le mets pas, Gros, non, gros voilà. bof, quoi. Je le mettrai pas dans mes grands moments de 2021, quoi, de cinéma, quoi. Ouais, ouais. Mais Ok, c'était, en tout cas, ok. pour l'équipe même, tu tiens, on en avait fait toute une discussion avec Denis et Léa. C'est vrai que c'était un moment important d'une, quoi. Et donc ça, je le nie pas du tout, hein. Je sais que pour beaucoup de personnes et tout, ça a été un moment important de se dire, ah putain, enfin, voilà, du gros blockbuster bien fait pour, voilà, bien fini. Et encore une fois, ça rebondit sur ce qu'on se disait sur les salles qui proposent une expérience vraiment de cinéma, et c'est un film à voir au cinéma, quoi, de toute façon, d'une, quoi. Enfin, ça, tu vois, ça a été un vrai moment, quoi. Il y a eu tout un débat d'ailleurs avec Villeneuve qui lui voulait Ouais. que ça sorte en salle. Et je crois qu'on peut se mettre aussi d'accord sur à l'abordage. Ouais, Voilà, donc c'est bon, on va dire un quatuor de tête sans pour autant, enfin en tout cas trois, quatre films vraiment partagés. Il y aurait partagé donc carrément. voilà, à l'abordage, on l'a dit, Benedetta, France, et puis j'ai envoyé un quatrième parce que je triche, et Boîte Noire sans doute. Carrément. Euh, Moi, à l'abordage, et je le garde comme un moment vraiment, vraiment chouette. Je sais pas pourquoi, c'est de l'instinct, c'est comme ça, hein, on le fait de toute façon comme ça. Euh, Au moment d'y repenser, c'est pas forcément un moment, tu vois, genre dingue, genre de l'année dernière, mais je le partage parfaitement. Et puis en fait, je le reverrai avec plaisir, quoi. Ça, c'est une évidence. Benedetta, complètement, parfaitement d'accord. De toute façon, à chaque fois, n'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez nos avis un peu plus détaillés sur ces films-là, on oui, en a parlé de ces films-là, quoi. France, carrément, séance complètement, on en a parlé plusieurs fois, mais complètement atypique, où je m'attendais à pas grand-chose, voire j'attendais presque le film comme ça, en mode, mais qu'est-ce que ça va être, comment ça va se passer, et vraiment un film qui m'a frappé, et que j'ai acheté, qui est sorti en Blu-ray, là, et rebelote, quoi, au moment de le remettre, voilà, ça n'a pas bougé, quoi. Et Boîte Noire, ouais, complètement, confirmation de notre attrait slash amour pour le cinéma de Yann Gozlan, quoi, et du fait qu'on va surveiller de très près ce réalisateur-là. Euh, oui, D'ailleurs, entre-temps, tu m'as recommandé Un homme idéal, si je dis pas tout à de... C'est fait. ça, Un homme idéal, qu'on a vu tous les deux, du coup, et qui, Oui, voilà, confirme tous nos dires sur Boîte Noire, quoi. Il y a vraiment des obsessions chez ce oui, réalisateur-là, des thématiques fortes, je dirais presque des motifs visuels et de cinéma, quoi. Pas galvaudé pour un sou. Les adjectifs Hitchcockiens derrière son cinéma sont parfaitement sensés, quoi. Et donc, ouais, on vous encourage évidemment vivement à découvrir ces films, quoi. Je sais pas si tu as vu, c'est Martyr, c'est ça son premier ou pas du tout? non, Non, c'est pas non, Martyr, non, je non, confonds. non, c'est Captif, Captif, Captif. pardon. Martyr, c'est Logier.
Ah. On va pas- à qui je ne Ouais, lancerai pas de laurier. Voilà. d'accord. Donc captif, pardon, ouais. Captif, c'est beaucoup plus modeste que Martyr et c'est beaucoup mieux. Ah, oui, ouais, c'est vrai que tu l'as vu aussi, captif, ouais. Ouais, ouais, c'est assez sec. Alors, on retrouve partiellement ces obsessions, notamment sur le. Moi, enfin, pour moi, le fil rouge de la filmo de Gozlan, ça serait cette histoire de cauchemar éveillé. Ouais, Et on retrouve ça vraiment de façon très forte, je trouve, dans Burnout, Boîte Noire et Un homme idéal. Un petit peu moins dans Captif parce que c'est vraiment un film d'horreur classique. ouais. Mais bah, forcément, la thématique du cauchemar est présente. Bon, c'est moins fort que ces trois films d'après, mais franchement, avec un budget qu'on imagine absolument ridicule, Oui. il s'en sert et il s'en tire vraiment très très bien. Et c'est un survival tout à fait honorable que je conseille à tous les fans de films de genre. Alors que de mémoire, en plus, en fait, en le voyant, je me suis dit que je l'avais déjà vu il y a 10-15 ans, et parce que je crois qu'il est sorti en 2008, donc je l'avais vu peu de temps après sa sortie, je crois. Et ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Et D'accord. en le revoyant, j'ai pris plus de plaisir. Mais bon, bref. Ouais, Pour certainement, en le revenir sur. remettant en perspective avec les autres films de Gozlan et tout ça, tu as dû y voir des choses un peu Oui, oui, communes. peut-être aussi. Ouais. Non, moi je voulais revenir pas sur Dune parce qu'on en a déjà parlé, mais sur moi une sensation que j'ai depuis de trop nombreuses années maintenant, c'est-à-dire que alors Dune serait peut-être l'exception finalement qui conforte la règle, mais quelle panique quand même dans le blockbuster hollywoodien quoi. Franchement, c'est entre bon, moi j'en ai vu trois cette année, vraiment des gros. Il y a eu Dune, il y a eu le James Bond et il y a eu l'infamie Matrix 4. Enfin, est-ce qu'il est plus infâme que le James Bond? Je sais pas, mais, mais c'est Gros terrifiant débat. de nullité en fait. De quoi? Gros débat sur le, du moins, oui, infamie ou ouais, c'est ça. Enfin, trahison même pour certains. Et Ouais. je suis d'accord. Ouais, les deux. Enfin, du moins, on se rejoint là-dessus sur. Comment dire, contrairement à beaucoup qui ont adoré les deux films, quoi. Pour nous, on est ressorti avec ce sentiment de deux films qui trahissent complètement le sens et enfin l'essence plutôt des films originaux auxquels ils se rattachent, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un leitmotiv de beaucoup de gros blockbusters de franchises depuis plusieurs années. Et nous, on y voit une trahison, certains y verraient une déconstruction, en fait. Donc c'est assez intéressant de voir ça, parce que généralement, c'est un truc assumé par les gens qui aiment bien, dire, bah ouais, moi j'ai bien aimé le dernier Bond parce qu'il déconstruit complètement l'image de Bond et ce qu'il fait et tout ça. Et pourquoi certaines personnes adorent ça. Et bah, moi, je parle pour Bond, par exemple, parce que tu sais que c'est vraiment ma saga Oui. de cœur depuis tout petit. Pourquoi moi, enfin, j'étais effondré, quoi. C'est-à-dire dans la salle, je me dis, mais là, ils font n'importe quoi. Et je parle même pas de la facture même du film que j'ai trouvé très honorable, on va dire. Allez, honorable, je trouve la facture visuelle, sonore, enfin, le découpage, la mise en scène de Fukunaga sur le Bond, que j'ai trouvé tout à fait correct. Après, c'est tout un autre débat sur le scénario, notamment que j'ai trouvé épouvantable. Et puis, bah, ce qui en ressort de ce Bond-là, c'est qu'est-ce que propose ce nouvel opus de James Bond, quoi. Sur la vision du personnage, notamment, et où là, c'était catastrophique, quoi. Donc, oui, excuse-moi, je t'ai coupé, tu voulais Non, rebondir? ah non, pas du tout. Non, non, je voulais te laisser terminer, mais en fait, moi, ça m'intéresse ce que tu dis sur la déconstruction parce que. Euh, Attends, excuse-moi, Antoine. T'as le téléphone qui sonne, t'inquiète, pas de souci. Ouais, voilà. En fait, je vais devoir couper. Je suis désolé. On Voilà. fera un bout de Euh, montage si tu dois. non, non, ouais, c'est bon. Moi, en fait, tu parles de déconstruction et c'est complètement ça. On le voit bien dans le James Bond, on le voit bien dans le Matrix et Dans le surtout, Matrix. non, mais ces deux films qui cherchent en plus, tu sais, à épouser des grandes causes en fait. Cette cause, bon, pourquoi pas, hein, d'ailleurs, la cause un peu féministe dans Bond et alors du coup, on n'en a pas parlé, je crois, hein, mais On en a longtemps parlé, de oui, discuter de se faire oui, un épisode pareil commun à 4 sur Bond et on l'a pas fait. Donc ça peut être ouais, l'occasion de revenir un petit peu dessus, quoi, si tu veux. Voilà, c'est ça, entre membres du Ciné-Club d'Aubonne. Et on se l'était dit, on se l'était dit à l'époque, mais pour un film qui se réclame un petit peu de la veine post-MeToo, etc., c'est un échec, mais considérable en fait, parce que les personnages féminins sont d'une faiblesse, mais incroyable. Et je pense notamment au double de 007, C'est ouais. euh,
qui est complètement inconsistant. Et dans le cas de Matrix, ce qui est choquant aussi, c'est ce manque de. Enfin, c'est assez curieux en fait. Il y a à la fois un grand manque d'humilité, dans le sens où voilà, il y a cette volonté de déconstruire, mais déconstruire en s'amusant, tu vois. Enfin, et en même temps, enfin voilà, cette faiblesse, cette faiblesse scénaristique, cette pauvreté de tout en fait. Alors dans le Matrix, en plus, là, tu disais que la mise en scène dans le James Bond était correcte, je te rejoins. Mais dans Matrix, c'est une faiblesse. Ce qui avait fait la force des premiers Matrix, c'était les scènes d'action. Les scènes d'action sont complètement illisibles. Je suis C'est affreux. C'est parfaitement affreux. d'accord avec toi. J'allais justement rebondir là-dessus. Là où le Bond peut être sauvé par sa mise en scène et le fait que, globalement, bah, dans les scènes d'action, dans certains Oui, oui, moments, ça marche. voilà, il y a au moins ça fonctionne. Au moins, il y a ça, quoi. Au moins. Euh, dans Matrix, c'est justement, moi, je me suis dit, bon, le scénario m'attire pas forcément. Je vois le côté méta du film et tout ça, je ne suis pas rentré dedans. Passer la première demi-heure un peu rigolote, je fais, bon, ok, elle en fait pas grand-chose, quoi. Mais alors, les scènes d'action, quoi, mais c'est d'une pauvreté pour un Matrix, enfin, c'est d'une tristesse. Tu dis, mais là, on est tombé, mais très, très bas. Il n'y a pas une idée, quoi. Enfin, il y en a une à un moment donné, tu sais, avec ces sortes de. Oui, Quand tous les agents, entre guillemets, mais c'est toute la population, en fait, se transforme en kamikaze, quoi, en gros, et se suicide pour tuer Neo, arrêter Neo et Trinity, c'est quoi. ça. Et ça, Bah, c'est alors tu te dis, ah, tiens, ok, super idée, qu'est-ce qu'ils en font? Et elle en fait rien, quoi. Ça dure 3 secondes 30. Enfin, c'est vraiment très déceptif à ce niveau-là, quoi. C'est clair que là, Non, et ça puis, ne rattrape pas, quoi. la scène de la chute des personnages qui tombent des immeubles, c'est complètement pompé sur Phénomène en plus de chez Malan. Oui, c'est vrai, tout à fait. Euh, Enfin bon, là c'est à grande échelle, bon Hmm. voilà, mais c'est même ça en fait, tu peux lui trouver enfin, voilà, tu peux lui trouver un équivalent meilleur. Donc voilà, on va pas s'attarder énormément sur ces films parce qu'en fait, ils nous ont tous les deux énormément déçus Hmm. et surtout moi je trouve qu'ils montrent l'incapacité depuis peut-être 15 ans, enfin j'en sais rien là comme Ouais, ça. tu le dis, ouais, instinct, quoi, mais ouais, ouais. Bah, en fait, depuis l'avènement des super-héros, hein, qui est pour moi enfin, qui pollue complètement le monde du blockbuster, j'ai pas Hmm. vu Spider-Man, jamais, je le regarderai jamais, Ouais, pareil, je crois, ouais, c'est fini, ouais. C'est fini mais depuis, voilà, moi de mon côté, depuis pas mal d'années. Et pour ce qui est des films de super-héros, j'entends les productions Marvel, hein, parce que là, cette année, on en parlera peut-être dans les films qu'on attend un petit peu, mais il y a un joli Batman qui se présente quand même par un mec donc Matt Reeves, qui a bossé sur les derniers Planètes des Singes, enfin, qui est au moins un bon faiseur, quoi, un mec, un bon artisan, quoi. Et donc, je suis quand même assez curieux de ça. Mais je te rejoins parfaitement. Et le plus terrifiant, c'est sûr donc ce manque de créativité. On sent que pour Bond, par exemple, je reviens sur ce que je maîtrise un petit peu, mais sans qu'ils ont tellement plus d'idées qu'ils sont allés chercher les idées les plus. Enfin, c'est vraiment les idées. On se met 2 minutes autour d'une table avec une croc. L'idée, je ne sais pas si on peut spoiler le Bond, mais les deux idées, si, si. on peut spoiler bah, la mort de Bond et Bond papa. C'est les premiers trucs désolé, de débile qu'on a en 2 secondes 30 en discutant, quoi. Parce que ça paraît. Enfin, oui, c'est les premières idées de choses qui peuvent arriver à Bond. Mais c'est pas parce que on l'a jamais vu que c'est une bonne chose de le voir. C'est aller au contraire complètement contre le mythe Bond et ce que ça a été fait, enfin ce qu'il représente en fait depuis 60 ans maintenant. C'est une saga qui a 60 ans au cinéma. Et d'ailleurs, bah, apparemment, il y a des bruits de couloir qui font état que la démission, ou du moins la scission artistique entre Danny Boyle, qui devait faire ce James Bond, et les producteurs, serait lié à ça, quoi. C'est-à-dire que lui, il est arrivé avec des idées, tout ça, il était chaud bouillant, et les producteurs ont dit, bah en fait, dans celui-là, Bond meurt, quoi, parce que c'est lié à Daniel Craig. C'est une idée de Daniel Craig depuis très longtemps, même depuis le premier, depuis Casino Royale, où il dit, mais en fait, moi, voilà, j'ai 4 ou 5 films en contrat avec vous. Moi, dans le dernier, je veux mourir, quoi. Déjà, je veux pas le tenir pour seul responsable de cette décision, mais le boulard qu'il faut quand même pour arriver et dire, mais moi, le mien, il va mourir, alors qu'on sait que bon, c'est une règle, en fait. Ça fait partie des règles du jeu. Bon, c'est que des règles à suivre, entre guillemets, et essayer de faire des variations au sein d'un même. Bond ne meurt pas, en fait. Enfin, c'est court, mais c'est comme ça. Et l'idée, c'est de tourner autour de ça, se dire, ouais, bah, Bond, il peut pas mourir, en fait, parce que c'est le jeu, ça fait partie du jeu, et tu vas essayer de tourner autour de ça, de ce mythe-là, pour proposer quelque chose de nouveau à chaque fois, et en même temps de réconfortant et de Bond, c'est toute la subtilité du truc, c'est que ça doit être pareil,
est différent à chaque visionnage, quoi. Tu dois être chez toi, dire ah ouais, je reconnais des codes, des règles du jeu, et en même temps avoir une aventure différente, quoi. Et là, ils ont tout cassé. Tout est dit dès le générique de début, d'ailleurs, où tu vois des statues se fissurer. C'est quand même assez sidérant de voir ça. Tu fais ah d'accord, ok, ils l'ont pleinement conscientisé, quoi. Ils vont prendre la statue, ils vont la démonter, quoi. Bah, au bout d'un moment, je peux comprendre que ça plaise à certains, mais quand on aime cette statue, qu'on la trouve belle, et que malgré ses failles, malgré le fait qu'il faut, c'est évident, changer des choses du personnage aujourd'hui, il y a des aspects qui pourraient plus passer aujourd'hui, bah, ça fait quand même de la peine de voir qu'on le considère aussi peu, en fait, ce personnage, et en fait, c'est un film de personnes qui n'aiment pas James Bond, quoi, qui est fait par des gens, j'ai l'impression, hein, moi c'est comme ça que je l'ai vu, quoi. Le paradoxe, c'est que pour moi, Ryan Reynolds a fait ça avec le Star Wars 8 et que ça marchait beaucoup Ah, mieux. Jones, Déjà parce qu'il y ouais, avait un peu d'humour. ouais, ouais. Déjà parce qu'il y avait un peu d'humour. Mais bon, c'est un autre débat, c'était pas un grand film non plus. Donc, mais en tout cas, c'est assez marrant que c'est Lana Wachowski qui a Ouais. réalisé. Ouais. Elle le met en scène, en fait, ce brainstorming autour de son film. Exactement. Et donc, cette histoire de Certains trouvent ça méta. génial, méta, tu vois. Moi, je vois un point commun aussi. Désolé, je te coupe parce que ça me vient tout de suite. Je vois un point commun entre les deux films, entre le James Bond et le Matrix. C'est dans cette incapacité qu'a Hollywood donc de produire maintenant des nouvelles histoires, des choses neuves. Pour moi, les deux sont des faux remakes, en fait, des remakes déguisés. Pour Bond, c'est un Oui. remake d'un film qui s'appelle Au service secret de Sa Majesté, qui est le seul James Bond fait avec George Lazenby, qui est un acteur qui a remplacé pour une première fois Sean Connery, et qui est un film extraordinaire, un des meilleurs Bonds de la saga. Et No Time to Die en est une sorte de remake déguisé, où à la fin Au service secret de la Majesté, la femme de Bond décède, et là, en fait, c'est un faux remake où c'est lui qui meurt à la place. Enfin, et tout le film pompe Au service secret de Sa Majesté, le pompe mal, en propose une relecture qui est vraiment, mais très succinct, vraiment bâclé, quoi, où Hans Zimmer va chercher le thème de ce magnifique film et ce magnifique thème de John Barry et le réutilise. C'est la première fois qu'on a ça dans Bond, quoi, quasiment, quoi, de se dire, mais putain, mais tu crées pas de nouveaux thèmes, quoi, tu vas repomper des trucs et tu les fais un gloubi-boulga pour les nouvelles générations et hop, je te balance ça, quoi. Et Matrix, pour moi, fait la même chose, en fait. C'est que le 4 pourrait être vu comme une sorte de remake du 1, en fait, et d'ailleurs, c'est Oui, même pas pourrait être vu, c'est-à-dire que elle-même fout des inserts assez dégueux, je trouve d'ailleurs, de montage, oui, oui, oui. avec des éléments du 1, quoi, des scènes du 1 où tu revis des. Tu fais, putain, mais on en est donc arrivé là, quoi. On a plus d'idées, quoi. C'est terrifiant C'est sur ces ça. choses-là. Et c'est dans ce marasme-là que finalement un film comme Dune, qui, toute proportion gardée, est assez humble pour le coup, est très respectueux, je crois. Du Enfin, matériel original. ouais, voilà, ouais, voilà, assez respectueux du matériel original. Et puis, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de quête métaphysique, il n'y a pas de déconstruction à deux balles. Voilà, ça suit son scénario à la lettre. On peut trouver ça décevant. Mais en tout cas, visuellement, c'était fort et puis ça fait du bien de sortir de ces figures très ou trop connues. Voilà. Donc, bon, ça, c'était pour l'aspect blockbuster. Mais tu as vu Don't Look Up ou pas? Pas Non, encore? pas encore. C'est bien, on va pouvoir Ah, parler d'accord. peut-être un peu des petits films, entre guillemets, des films, pardon, Netflix, ou du moins un Oui, film alors, de plateforme. Moi, j'en ai gardé un bah, que j'ai vu très récemment, de l'an dernier. Mais je t'en prie, si tu veux parler un peu de Don't Look Up et de. Toi, tu le mettrais. non, vas-y. Vas-y, parle du tien, parle du tien. Et bah, moi, le film qui entre un peu dans mon top 2021, bien que je l'ai vu en 2022, c'est le dernier film de Paolo Sorrentino. È stato la mano di Dio, si je dis pas de bêtises, la main de Dieu, traduit en français, et qui, pour le coup, est un vrai regret de salle. C'est-à-dire que c'est un film que j'aurais adoré découvrir en salle de cinéma. Parce que j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, c'est après un film un peu décevant, donc le film sur Berlusconi, Silvio et les autres qu'il avait fait, que j'ai beaucoup aimé aussi, hein, que j'ai trouvé très très beau, malgré c'est un film très particulier, quoi, avec beaucoup d'humour noir, etc. Et un film fleuve aussi de plus de 3 heures. Là, on revient à quelque chose de plus intimiste, entre guillemets, toujours avec les obsessions formelles, on va dire, de Sorrentino, donc des personnages très attachants et en même temps un côté parfois complètement burlesque, quelque chose de très réaliste qui se passe donc dans les années 80 à Naples.
70 ou 80, 80 pardon, à Naples. Et donc, on a vraiment cette volonté pour lui de nous reparler de son passé, parce que c'est un film qui est très proche de son histoire à lui, et donc de son passé, du Naples de l'époque, et à côté de te créer des personnages et des situations complètement burlesques, très Fellini, quoi, de toute façon, hein, c'est sa référence ultime. Et voilà, donc superbe film à découvrir sur Netflix, malheureusement, parce qu'on ne peut pas le voir en salle, mais voilà, au moins Netflix a permis de faire ce film, parce que je crois qu'il, comme pour d'autres réalisateurs, il n'avait pas pu le faire avant, quoi, si j'ai bien compris. Ouais. Alors moi, je j'aime pas Palo Sorrentino, donc je ne Tu regarderai pas. passeras le... Parce que Je comprends. C'est très j'avais clivant, vu, hein, c'est un cinéma très, très clivant. ouais. Moi j'avais vu It Must Be the Place, c'est lui, non? Oui, que je n'ai. Alors, c'est un des rares. Alors, je les ai pas tous vus, mais celui-là, je ne l'ai pas vu. Son film américain, ouais. Avec Avec Sean Penn. Sean Penn déguisé en Robert Smith, là. Ouais. Bon. Non mais ouais, La Grande c'était bien ça. Bellezza. Si jamais vous avez jamais vu de Sorrentino, que vous voulez faire un premier pas, je trouve que c'est. Vous tentez La Grande Bellezza. Si ça passe, je pense que tout le reste passera. Si ça casse, bon, bah, faudra peut-être pas le tenter, quoi. Je trouve que c'est vraiment le film le plus marquant de Sorrentino, quoi. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 c'est pas grave. Pour le coup, c'est marrant parce que donc moi j'ai mis dans mon top cette année Déni Cosmique de Adam McKay. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que ceux qui n'ont pas aimé Déni Cosmique ou qui ont aimé Déni Cosmique retrouveront forcément leur petit dans la filmo d'Adam McKay, si j'ai bien compris, parce que finalement je connais assez mal. Mais sur les conseils de je ne sais plus qui, j'ai vu Frangin Malgré eux, j'ai découvert Adam McKay avec Frangin Malgré eux très peu de temps avant avoir vu Déni Cosmique, et qui est un film comique exclusivement avec des gros gros sabots et qui en même temps a plusieurs niveaux de lecture et il y a un jeu d'acteur qui est incroyable et c'est vrai qu'il y a une patte particulière qu'on ne retrouverait jamais en France. Il y a un côté peut-être un petit peu les inconnus. Moi j'ai retrouvé un peu cette à la limite si quelque chose pouvait s'en rapprocher, ce serait peut-être les inconnus. Mais en tout cas, Déni Cosmique, ouais, moi ça a été non, mais vraiment une belle surprise avec une tonalité très particulière entre enfin, c'est un comique grinçant, vraiment, tu ris jaune. Et c'est assez curieux parce qu'il y a une angoisse sourde pendant tout le film, vraiment, et en même temps, tu te marres. C'est-à-dire qu'on te met. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il réussit vraiment à nous projeter dans cette enfin, dans cette atmosphère de fin du monde et de grand bordel, en fait, Mm. qui précède les quelques semaines avant l'extinction de l'humanité et de la planète Terre. Et puis là, encore une fois, il y a une direction d'acteur qui est phénoménale. Moi, DiCaprio, c'est vrai que c'est quand même un grand bonhomme, ce gars-là, parce qu'il a une filmographie qu'il choisit, mais vraiment, on le sent sur le. Enfin, il est extrêmement méticuleux dans ses choix de carrière, je crois, Complètement. hein. Franchement, c'est impressionnant. Et là, il est phénoménal. Enfin, il est pas le seul, hein. Tous les acteurs sont très bons. Et il y a cette espèce de loupe grossissante sur tous ces persos, alors avec la présidente de la République qui est à la fois un mélange de Donald Trump et d'Hillary Clinton, le fils de la présidente qui est un mix entre George W. Et, euh, enfin, et le fils ou le beau-fils, je crois, de Donald Trump. Enfin bon, bref, tu peux retrouver tes petits en fait dans chaque perso, et notamment le personnage de DiCaprio, c'est un mélange d'un scientifique enfin, pas du tout charismatique, pardon, mais extrêmement brillant et qui prend une tangente médiatique alors qu'il n'est pas du tout destiné à ça. Ouais. Donc il pioche un petit peu du côté du professeur Raoult, on le sent. Enfin, franchement, moi j'ai trouvé ça assez brillant. Donc je le recommande vivement. Et malheureusement, il est aussi uniquement sur Netflix. C'est dommage parce que enfin, bon, on le disait tout à l'heure, quoi, hein, on a Mm. besoin de ces sorties en salle en fait. On C'est a clair. besoin de ces sorties en salle. Il y a, je ziote un petit peu la petite liste que j'ai fait récemment aussi. Un film Vas-y. dont on n'a pas parlé, parce qu'on parlait de blockbuster, qui est difficilement rangeable dans le blockbuster, et pourtant, c'est quand même un film événement du cinéma américain, on pourrait dire. C'est le Spielberg, quand même, puisque quand Steven Spielberg sort un film en salle, voilà, ça reste pour nous passionnés de cinéma quand même un événement. Toi, tu ne l'as pas vu, je crois, West Side Story, non? Non, et moi j'ai une question à te poser par rapport à ce film Ouais. avant que tu nous en parles et que tu nous fasses part de ton grand enthousiasme, je crois. Ouais.
C'est que moi j'aime beaucoup Spielberg, moins depuis 15 ans, on en avait parlé, mais bon, j'ai bien aimé Ready Player One, j'ai beaucoup aimé Le Pont des Espions, mais tout ce qu'il a fait en gros depuis La Guerre des Mondes me passionne beaucoup moins. Et là, je me suis dit, mais pourquoi il se lance dans un projet? Parce que le film marche pas apparemment, ou n'a pas marché, tu vas nous le confirmer après. Mhm. Euh, et je me suis retrouvé sur des forums où en gros tout le monde se posait un peu la même question en se disant, mais pourquoi Spielberg nous ressort ce film des fagots, enfin une comédie musicale enfin, moi, si tu veux, l'impression que j'en avais de ce que je disais, c'est qu'en fait, on s'en fout, quoi. On n'a pas envie de voir ça venant de la part de Spielberg. C'est con, c'est peut-être enfin, c'est un truc complètement inconscient, je sais pas. Pourtant, il a fait des trucs très différents, hein. Mais j'ai pas envie d'y aller, quoi. Et tu vois, bon, pourtant, j'ai adoré La La Land, donc je suis pas, et j'ai envie de voir le tralala des frères Larieux, donc je suis pas forcément anti comédie musicale. Je dirais même que La La Land m'a tellement surpris qu'il a laissé une petite porte ouverte de ce côté-là. Mais West Side Story, non. Enfin, et je t'avoue que apparemment son prochain projet, c'est un projet d'autobiographie. Ouais. Et là non plus, Écoute, alors je reviendrai sur le projet d'autobiographie un petit peu plus tard, parce que je trouve qu'il y a des liens sympas à tisser avec des films sortis récemment. Mais sur West Side Story, je peux comprendre parfaitement le scepticisme de beaucoup. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'y aller. euh, et pourtant, comment dire? Bon, déjà, il faut préciser que c'est un projet apparemment qui lui tient à cœur depuis très longtemps, de faire une comédie musicale. Il est taré du premier film, la première adaptation de West Side Story. Depuis qu'il est tout petit, c'est un film qui, voilà, qui résonne énormément chez lui, qu'il a vu énormément de fois, je crois, avec son père notamment. Le film, le West Side Story de Spielberg, est dédié à son père d'ailleurs, ce qui est quand même assez touchant d'ailleurs, quand tu sais que le monsieur a 75 ans passé, je crois. Et donc voilà, c'était un projet de très longue date, quoi, un rêve d'enfant presque, que de refaire ce film-là. Attention, là, je vais balancer la grosse casserole ultime. Je n'ai jamais vu le premier West Side Story. Donc, je n'ai pas d'éléments de comparaison, si tu veux. Mais je connaissais rapidement l'histoire, c'est-à-dire voilà, de part des. On dit, je savais que c'était peu ou prou une sorte de Roméo et Juliette dans West Side Story, justement, enfin, dans le West Side de New York, quoi. Mais j'en savais pas plus, quoi, si tu veux. Je connaissais évidemment quelques musiques aussi, mais la claque reçue, enfin, c'est au bout d'un moment, si tu veux, on parlait tout à l'heure de films qui redonnent foi en la salle, au cinéma et tout ça, bah, j'étais en plein dedans, quoi. C'est-à-dire que j'étais un peu déprimé par, ce qu'on avait pu voir tout au long de l'année et tout ça, enfin, même par les sorties, c'est-à-dire, bah, typiquement, celui-là, j'étais encore sur Bond, et d'ailleurs, je suis encore sur Bond, quoi, à tourner, faire les sympas et dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est pas possible, machin. Et puis là, hop, t'as un film comme ça qui arrive, et la maestria rien que ça, la maestria de la mise en scène, en fait, quoi. Tu te dis, mais c'est incroyable de ce qu'ils proposent visuellement, quoi. Enfin, c'est une claque monumentale. La musique extraordinaire, qui, de ce qu'on m'a dit, est très proche de la partition originale de Bernstein, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment c'est du détail, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah ouais, mais il est quand même très proche du matériel original, de la première, enfin de l'histoire, il fait peu de changements. Ouais, mais le changement principal qu'il fait, c'est la mise en scène en fait. De ce que j'ai vu de l'original, on est sur une réalisation efficace mais très classique pour l'époque. Là, la caméra va partout, quoi. S'intègre au numéro, colle au plus près des artistes. Elle est d'une fluidité, d'une mobilité hallucinante. La scène de bal du début, la séquence America avec la fameuse chanson America. Dans les rues de New York, la caméra va partout. Enfin, t'as la chair de poule tout le temps. Les comédiens, il a réussi à caster, donc pour le rôle de Maria, le personnage féminin principal, une jeune femme qui avait 17 ans à l'époque, Rachel Zegler, qui est une inconnue. Tu sors du truc, fais bon, ok, c'est une star, quoi. Genre, il est allé deux, trois films encore avec quelques grands réals et tout, et c'est parti, quoi. Donc, moi, franchement, j'ai que du positif quasiment à dire sur le film, quoi. Je me suis laissé emporter par la musique, par les décors, par les costumes, par l'histoire qui est magnifique. Pourquoi aussi faire un remake de West Side Story? C'est que l'histoire, oui, c'est Roméo et Juliette réactualisé pour l'époque, mais ça parle quand même fondamentalement de vivre ensemble, de communautés qui se fritent, quoi.
Enfin, quoi de plus contemporain, en fait, quoi, et d'Amérique aussi, quoi. Et de toute façon, le cinéma de Spielberg, depuis plusieurs films, mais on pourrait presque dire depuis le début, quoi, ne fait que décortiquer l'Amérique, quoi. Enfin, en tout cas, là, c'est encore un film qui parle de ça, quoi, de vivre ensemble aux États-Unis et même de manière inconsciente, te viennent des problématiques, bien sûr universelles, qu'on pourrait évidemment voir chez nous aussi, mais parle de New York, parle des États-Unis, quoi, ce film-là, et Donc, le fait merveilleusement. le film se passe de nos jours, par contre, c'est ça? Ah non, 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 justement, il se passe pas de nos jours, c'est un film qui se passe c'est les années 50, je crois, West Side Story, D'accord, 40 ou 50. Et d'accord. donc, on a Oui, vraiment donc il le. n'a même pas recontextualisé. Ah non, 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 non. Il y Ok. a... c'est mis dans son jus, entre guillemets, avec les costumes d'époque et tout ça. Donc, c'est aussi un plaisir purement cinématographique, tu vois, de te replonger dans une époque comme ça. Mais sa mise en scène fait que c'est parfaitement organique, quoi. Tu vois pas tout ça. Enfin, t'as pas. C'est pas. T'as pas. En même temps, il y a des scènes, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, où tu vois l'artisanat, quoi. Tu vois la lumière, tu vois le côté assez théâtral des choses, mais globalement, non, non, pour lui, il y a pas de réactualisation à ce niveau-là, en tout cas de l'intrigue, mais réactualisation du matériel par la mise en scène, en fait, quoi, tout simplement, par les jeunes acteurs. Et pour en faire, je pense, déjà un moment de cinéma, comme je t'ai dit, incroyable, quoi. C'est-à-dire que tu ressors du film. Enfin, ça fait plaisir, quoi. Moi, je l'ai comparé à des moments de cinéma comme j'ai pu en avoir assez peu, mais le dernier en date, peut-être c'est Mad Max, quoi, Fury Road, où tu ressors avec la chair de poule partout à chaque scène et tout. Et tu sais, c'est vraiment un truc enfin vraiment physiologique, quoi. Ça te prend au bide, les larmes montent, machin. Enfin, t'as de la chair de poule partout. Tu fais, ok, bon, bah voilà, il n'y a pas, Alors, il y a pas à chercher plus loin, quoi. Ça passe par la mise en scène. oui, 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 oui. Je te rejoins sur Mad Max, bien sûr. Mm. Mais tu vois, il y a enfin, pour moi, ça traduit encore une incapacité à monter de vrais nouveaux projets, alors qu'il en a tout à fait la capacité, lui, tu vois. Enfin, il en a le. Alors enfin, tu vois, ça fait Oui. un peu égo trip, en Non, non, fait. mais Mais ce que je dois dire, c'est que, en revanche, tous ceux qui sont allés le voir, et ça, c'est via aussi ma page Facebook ou des forums, tous ceux qui sont allés le voir disent la même chose que toi, en fait. Donc je le verrai. Mais c'est juste que je me pose la question de. du pourquoi, Enfin, et j'ai pas bah envie. typiquement, quand on voit, on est quand même, en effet, on en a parlé à une époque où on a beaucoup de mal à créer de nouvelles choses et il y a beaucoup de remakes, on est d'accord. Euh, mais encore une fois, je dis ça sans avoir vu le premier, mais enfin, la première adaptation, mais de ce que j'ai cru comprendre aussi de ce qui se dit, enfin, s'il y a bien un remake à faire, en tout cas, celui-là est parfaitement cohérent, encore une fois, parce que tu vas remettre euh, au goût du jour, visuellement, et d'un point de vue sonore et d'interprétation, tout ça, un récit aux thématiques extraordinairement actuelles pour des jeunes générations, quoi. Et moi, s'il y a ne serait-ce qu'une personne, et ben j'en suis un peu la preuve aussi, puisque je connaissais pas le premier, quoi. Et ben j'imagine que Spielberg se dit, si ça peut toucher une personne, quoi, vu les thématiques, vu le point de vue et le propos de ce récit-là, si ça peut toucher une personne de la nouvelle génération et tout, c'est déjà gagné, en fait, parce que c'est tellement un propos simple, beau, évident, entre guillemets, tu vois, que ça, pour le coup, ça a le mérite d'être fait. Et puis, alors après, bon, tu peux rentrer dans des guéguerres et des discussions chez les fans du récit et du premier film. Mais en termes de mise en scène, franchement, je l'ai vu qu'une fois et je le regrette. J'aurais dû y retourner et tout parce que c'est un truc. Enfin, c'est un film, on pourrait l'analyser des heures. Il faudrait le revoir. Parce qu'il y a franchement, la mise en scène, elle est hallucinante, quoi. Donc, ça Ouais. rien enfin, tu te dis, ok, un remake pour faire ça, il y a aucun souci, tu vois. Enfin, genre, l'exercice est tellement maîtrisé et tout que il y a ça aussi, c'est ce truc de maîtrise, tu vois. T'arrives à un moment, enfin, Spielberg, il arrive à un moment de sa carrière où, et avec les techniciens qu'il a, je pense à Kaminski pour la photo notamment, où là, franchement, tu sens l'artisanat, mais poussé à un niveau. C'est-à-dire que les mecs, ils savent, mais tu dis, mais ok, les gars, c'est vraiment des maîtres, quoi. Enfin, genre, c'est tellement maîtrisé de A à Z, quoi. Les gars, enfin, quand tu vois les films dont on parlait quelques minutes avant, là, mais tu dis, mais d'un point de vue scénario, mise en scène, vraiment direction d'acteur, musique, lumière, la lumière du film, elle est hallucinante, quoi. Tu dis, mais ouais, ok, ça fait tellement plaisir de voir des gens, mais ultra compétents, mais à un niveau, mais tu vois, ultime, quoi. Ça fait du bien. On respire un peu, quoi.
Tu me donnes envie de parler de Clint Eastwood, là. Ah, mais oui, ben fonce, parce que, ouais, alors là, je pourrais pas te Non, mais en rejoindre parce fait, que je je n'ai voulais. pas vu, mais fonce, ouais. Non, mais parce que tu vois, le Clint, ça a été un échec énorme aussi. Enfin, en France, hein, je sais pas trop à l'étranger. Ça a été un échec énorme aussi. C'est un vieux monsieur aussi, enfin beaucoup plus vieux là encore. Et, et justement, la maîtrise en fait transpire tellement de son dernier film aussi. Je ne comprends pas comment il a pu être conspué comme ça, parce que non seulement ça a été un échec public, mais ça a été aussi un échec critique, ce qui est pas du tout le Exactement. cas de West Side Story. Euh, Enfin bon, bref. Non, mais parle-nous quand même de ce projet d'autobiographie de Spielberg, Oui, si t'en sais un petit peu, parce que je reviendrai sur Cry Macho après, parce que pour moi, ça a été vraiment une révélation. Enfin, je m'attendais à rien en fait, ouais. hein. Pourtant, j'adore Clint Eastwood, mais bon, j'ai bien conscience que ses derniers films sont un peu moins forts. Mais vas-y, parle-nous de l'autobiographie, puis je parlerai de mon Bah, expérience de Cry en Macho. fait, c'est assez simple. Moi, j'en sais pas beaucoup plus que ce qui a pu fuiter rapidement, à savoir qu'il va nous faire en effet un film inspiré de sa jeunesse. Et ça peut paraître en effet repartir sur l'ego trip et tout, parce que West Side Story était aussi un projet perso, tout ça. Mais à la limite, pour Spielberg, je me dis, mais c'est parfaitement cohérent. Il arrive, et West Side Story a un côté, j'aime pas les grands mots comme ça, mais un peu crépusculaire aussi. Le dernier plan est magnifique pour le coup, quoi. C'est le dernier plan de West Side Story, tu as un peu un effacement, c'est-à-dire que tu as un plan très large d'un escalier de service, tu sais, d'un immeuble new-yorkais, un Oui, escalier, oui, bien sûr. presque une sortie de secours un peu. Donc, t'as un peu, on peut tirer par les cheveux et dire que bah voilà, il prend la sortie de secours et il regarde ça d'un peu, c'est très sombre, la fin est très triste et tout, et tu as ce plan un peu crépusculaire où tu te dis ah, ok voilà, il s'en va quoi, tranquillement, et puis tu as un fondu au noir. Et là, l'autobiographie fait encore sens là-dessus, quoi. Tu te dis bon ok, là Spielberg, tu sens quand même qu'il est touché et pris par des thématiques de plus en plus liées à son âge, certainement aussi, à là où il en est dans sa carrière. Mais juste un truc, c'est que comme ça, en prenant un peu de recul, je me dis, et pourtant c'est des films parfaitement par moments glorifiés par la critique et tout ça, qu'il y a un cinéma à côté du cinéma de déconstruction dont on parle, de certaines époques et tout. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques films là, depuis quelques années, qui reviennent en se disant, mais le cinéma, c'est aussi, et peut-être l'art ultime de la mélancolie ou de la nostalgie, quoi. Parce que l'association du son et de l'image te permet de recréer justement une bulle temporelle et de revenir à quelque chose de nos souvenirs et de notre passé, quoi. Et donc je me dis, quoi de plus cohérent que de voir Spielberg faire ça, en fait, parce que Cuarón l'a fait avec Roma, parce que Tarantino, globalement, même si c'est pas exact, c'est pas son histoire à lui, mais il l'a fait avec Once Upon a Time in Hollywood, parce que Sorrentino le fait avec La Main de Dieu, parce que Paul Thomas Anderson apparemment le fait avec Licorice Pizza, que je n'ai pas encore vu. Et donc je vois Pareil. ces réals-là, je vois déjà 4 films, ça fait 4 films qui sont acclamés par la critique, et qui, moi, ça me fait plutôt marrer intérieurement. Je me dis, en fait, vous êtes en train d'applaudir à un cinéma de réac, quoi. Parce que les 4 sont. Et c'est marrant parce qu'on voit des journalistes dire ah, mais en fait, monsieur Anderson, Paul Thomas Anderson, c'est un peu. Votre film, c'est un peu. C'était mieux avant, quoi. Et en le titillant comme ça, il dit. Et lui, il fait bah ouais. Et là par moment, tu vois qu'il sait plus trop quoi dire. Fait ah, bah merde, en fait, ouais. Et nous, on kiffe ça. Donc, tu vois, t'as un peu ce côté un peu. Ouais, pas subversif, mais on les prend un peu la main dans le sac, quoi, à se dire, bah ouais, vous voyez, vous kiffez ça aussi, un peu le trip nostalgique, quoi, parce que ces films-là le font, quoi, en fait, complètement, et utilisent le cinéma pour assumer ça, assumer ce côté ultra nostalgique que peut procurer le cinéma. Et j'ai très hâte d'ailleurs je vais essayer d'aller voir le Paul Thomas Anderson à ce sujet, mais en tout cas Tarantino, Cuarón et bientôt Spielberg, quoi, Sorrentino, là c'est ça, quoi, tu vois, ils utilisent le cinéma pour revenir, et c'est un peu triste en un sens, c'est un côté un peu doux amer où tu as le côté un peu doudou de revenir dans ces années Ouais, passées, c'est ça. et en même temps la tristesse de se dire que eux considèrent que ils sont obligés de revenir dans cette époque-là pour peut-être trouver une sorte de créativité qui leur parle, tu vois. Parce qu'ils sont peut-être déconnectés aussi de l'époque dans laquelle on vit. Je crois que Paul Thomas Anderson, j'ai cru voir une interview, c'est ce qu'il disait, quoi. Il dit, moi, je ne trouve aucun romantisme à filmer des gens sur leur téléphone portable, quoi. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis obligé de revenir dans les années 70 pour trouver le truc dont j'ai envie de parler, quoi, et ces motifs-là. Ouais. Et je pense que Spielberg, regarde Spielberg, mine de rien, il y a beaucoup de reconstitutions. Le Pont des Espions, Pentagon Papers,
West Side Story, Oui, oui, tous ces complètement. films-là ne sont pas contemporains, quoi. Alors, il y a Ready Player One qui va dans le futur. Mais tu vois, c'est vrai que c'est. Je réfléchis, mais ça fait quelque temps qu'on n'a pas vu Spielberg, je crois, faire un film qui se passe de nos jours, non? Ouais, 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 bah. Ça commence à dater un peu. Le Clint Eastwood, le Cry Macho, se passe dans les années 80. Ouais. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Alors pourquoi il s'est fait défoncer? Mais en fait, là où les deux films se rejoignent aussi, c'est qui serait allé voir ce remake de West Side Story si ça avait été un illustre inconnu, quoi, tu vois. Ah, mais ça, c'est clair. Non, mais oui, non, Voilà, mais. bon. Bon, après, Spielberg, et Ça, tu c'est vois, juste un petit. oui, et juste, je tiens à confirmer ce que tu disais. West Side Story est le pire, je crois, score de Spielberg de son histoire en France, du moins. C'est voilà, c'est le film de la carrière de Spielberg qui a fait le moins de chiffres, quoi. Et quelle tristesse, parce que, bah, encore une fois, en termes de mise en scène, c'est peut-être son plus ouf depuis ouais, pas mal de temps, même si ses précédents étaient déjà de très bons films. Mais pour le Clint Toi, c'est Eastwood, pas c'est très pareil, hein, je crois. objectif. Clint, oui, 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 bah, c'est C'est hallucinant. dramatique, non? Ouais, ouais, il n'a pas été récupéré par le cinéma d'étoiles, mais les derniers Eastwood n'y sont pas passés. J'en avais parlé Ah, quelle avec tristesse. Séverine. Ouais, ouais, pour moi c'est dommage, mais bon, voilà, hein, Son donc, avant-dernier, je sais pas si tu avais donc, vu l'affaire Richard moi, Jewell, je crois. j'ai trouvé que c'était son meilleur depuis Grand Torino, l'affaire Ah ouais, Richard bah, Jewell. ouais, pareil, je Là, crois. Ouais, ouais. Oui, enfin, non, mais ouais. la mule, c'était pas mal, c'était très sobre, J'ai c'était bien très, aimé voilà. American Sniper aussi. C'est un très Oui, beau il y avait film. des choses bien, mais Non, tu mais c'est sens, vrai que enfin, le Richard Jewell est vraiment peut-être un cran au-dessus, quoi. C'est vraiment un film magnifique, quoi, vraiment. eh bien, il y a des moments. En fait, c'est le début de Crime Macho qui est un peu raide, en fait. C'est un Ouais. peu raide, à tel point que de temps en temps, tu te poses quand même des questions sur une certaine facture enfin, téléfilmique, hein. Ah ouais, Euh, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Alors, je crois qu'il a changé de. Tu parlais de chef-op tout à l'heure. Je crois qu'il a changé de chef-op. ok. Mais en fait, tu as t'as quand même des lumières absolument splendides à certains moments. Mais dès lors que Clint rejoint et retrouve le gamin, puisqu'en fait, Eastwood est un grand-père, et ça, moi, j'adore. Enfin, tu vois, il ne triche pas du tout sur son âge. C'est hallucinant. Enfin voilà, la façon dont il se filme là et dont il se refilme, puisqu'il avait quand même dit qu'il arrêterait Ouais, de jouer aux acteurs, et il l'a refait, on ne sait pas trop pourquoi, mais et Corey Macho, c'est quelque chose qu'il voulait faire il y a très longtemps. Et exactement. l'ironie, je me perds un petit peu, mais il se trouve que complètement par hasard, j'ai découvert Honky Tonk Man quelques semaines avant d'aller voir Corey Macho, et en fait, c'est un peu la même histoire, un petit peu. Et Honky Tonk Man a été très bien reçu à l'époque. J'ai beaucoup aimé, hein, j'ai trouvé ça très bien. Mais pour moi, Cry Macho est plus fort. Et il y a des scènes dans Cry Macho. Alors, comme par hasard, il y a tout le temps Eastwood dedans, mais qui sont absolument bouleversantes. Il y a un moment, tu le vois danser avec une Mexicaine dans un bar, dans l'obscurité. Enfin, le soleil se couche, etc. Mais c'est admirable. Et je crois que la question qui se pose par rapport à West Side Story et Spielberg, c'est-à-dire qui aurait eu envie d'aller voir West Side Story si ça n'avait pas été réalisé par Spielberg, qui a envie d'aller voir Cry Macho si t'as pas Eastwood dedans? Sans Hmm. doute pas grand monde. Mais justement, ce qui est magnifique dans Cry Macho, et c'est vrai que c'est un petit peu troublant aussi, c'est que moi j'ai pris autant de plaisir à le voir, c'est qu'en fait j'ai grandi avec cet acteur-là, Bien vraiment, sûr. enfin, il fait partie de mes premiers émois de spectateur, et je te dis pas que j'ai la larme à l'œil en parlant, mais pas loin, et franchement, je trouve ça bouleversant la façon dont il se met en scène et la façon dont il se montre vieillir, parce que je trouve que c'est très beau. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a un film qui est sorti avec un très vieux monsieur, Harry Dean Stanton, Oui, euh, oui, oui. le mec d'Alien qui est sorti il y a quelques années. Et pour moi, ça faisait complètement flop. Et ça parlait de ça, en fait. Hmm. Ça parlait de ce très vieux monsieur qui était un peu déconnecté, etc. Il y avait une apparition de David Lynch, je crois, dans le film. Mais pour moi, ça marchait pas du tout. Et dans Cry Macho, c'est un film sur la vieillesse est bouleversant, quoi. Enfin, D'accord. voilà. Bah, tu me donnes C'est, très envie de le voir, parce qu'en effet, bah, tu vois, et d'ailleurs, ça veut dire quelque chose quand même, parce que tu sais, on aime beaucoup Clint. Alors, je pense que tu es plus au fait de sa carrière et tu suis plus de plus près sa carrière que moi, et pourtant, je ne l'ai pas vu, tu vois. Alors que typiquement, je sens, enfin, je sais que
c'est un film qui me parlerait, quoi. Et je n'y suis pas allé. Alors, il faut parler aussi de sa distribution. Je crois que ça a été assez expédié, quoi, hein. Le film a beaucoup souffert du piratage aussi, je crois. Enfin, il y a eu pas mal de trucs là-dessus. Bah, il était dispo au piratage bien avant la sortie française, ce genre de truc, tu vois. Ah oui. Donc bon, je me Ah demande s'il n'est ouais. pas sorti genre sur plateforme aux États-Unis ou un truc comme ça. Ça pose aussi de vraies questions, hein, sur le fait d'avoir des films qui sortent de Non, plus en mais plus sur plateforme. Tu peux les trouver ouais, plus ouais. facilement. Et puis Mais je il a pense pas que ce disparu soit très vite ça. de Tu vois, l'écran. le 15-17 pour Paris, il Ah s'était oui, fait bon. défoncer aussi. Alors bon, c'était pas brillant, hein, je vais pas te dire le Ah non, contraire, mais non, enfin, ouais, ouais, ouais. c'était pas du tout le navet, enfin de mon point de vue, c'était pas du tout le navet qui était présenté, mais pas du tout, du tout, du Non, tout. non. Mais là, on est. Il y a toujours des choses à picorer, en fait. C'est-à-dire que même dans un film comme Oui, le 15-17, que je trouvais formellement assez passable et je suis oui, très oui, oui, gentil, oui. et les acteurs qui Ouais, sont ouais, pas des comédiens pros et tout ça, ouais, ouais. malgré ça, bah déjà, ça se met, ce film-là, il est dans une cohérence de filmographie sur le héros américain. On peut dire qu'il y a une sorte de. Ça serait quoi, une trilogie? Non, ça serait même une quadralogie. American Sniper, 15-17, Sully et l'affaire Richard Jewell, qui parlent Oui, du oui, oui, héros complètement. moderne américain, quoi, et de ce que c'est qu'être un héros, et qui sont 4 films d'une cohérence dingue. Enfin, vraiment, tu peux regarder les 4 j'en oublie peut-être un, je ne sais pas, mais tu peux regarder ces films-là et qui se répondent, quoi. Mais Cry Macho, bah écoute, tu me donnes très envie de le voir, en tout cas. Il y a Ça des, devrait il y a sortir des bientôt. passages, il y a des passages absolument bouleversants. Franchement, et je l'ai vu pour ce que ça vaut. Mais, voilà, je n'en attendais rien. Ouais, Parce que j'ai été presque vacciné et puis que je ne suis pas dupe non plus sur le fait que ça commence à être un très vieux monsieur. bien sûr. Et en fait, d'ailleurs, et ça fait partie du truc, je veux dire, de se dire, parce que tu es obligé d'y penser, et peut-être que c'est pas bien, parce que finalement, du coup, tu le regardes avec cette arrière-pensée de te dire, mais merde, quoi, ce mec-là, il a 91 ans et il a fait tous ses plans. Et il a, Mm, alors évidemment, il a tout son crew derrière lui qui doit bien sûr. l'alléger énormément. N'empêche, le mec a 91 balais, quoi. C'est C'est, je retiens que ça a pas l'air de t'avoir dérangé. Je crois que sur le film, il y a pas mal de critiques. La principale, en tout cas, que j'ai pu lire, c'est qu'il faut quand dis-moi, même une ouais. sacrée suspension d'incrédulité pour croire à ce personnage, se dire qu'en gros, ah, quand même, il est trop vieux pour ce personnage, que ce personnage aurait dû être plus jeune. Toi, c'est pas du tout ton ressenti, quoi. Non, non, parce qu'en fait, il a l'âge de ses artères et tu le vois. Et donc, quand il fout un coup de poing à un mec qui a 60 ans de moins que lui dans le film, bah oui, parce que c'est Clint. Parce que c'est Clint et il se filme, je sais pas comment dire, je sais pas s'il serait capable de réellement mettre un coup de boule ou un coup de poing à un mec Ouais. de 30 balais. Mais je veux dire, c'est la gestuelle en fait qui est belle. C'est de montrer en fait que il croit toujours et il pense toujours qu'il a ses ressources en lui pour faire des films et pour montrer ces personnages-là, tu Mm, vois. Et pour te montrer que tu peux vieillir comme ça. Et franchement, mais ça, c'est magnifique. mm. Alors évidemment, Clint, il vieillit pas comme toi et moi, on vieillira sans doute, mais on sait que c'est quelqu'un d'extrêmement sobre, qui a jamais fumé une clope de sa vie, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle dans les westerns, il a son cigare qui fout entre les. Ouais. Voilà, donc il détestait que Léon lui demande de cloper, et dans Quitte Man d'ailleurs, il fume, alors que c'est lui qui réalise, mais tu le vois jamais tirer sur sa clope, en fait, Ouais, tu vois. ouais. C'est assez marrant. Enfin bon, bref. Donc c'est quelqu'un qui a vécu de façon assez sobre. Euh, Enfin voilà, j'encourage vraiment tout le monde à le voir malgré tout. Ça marche. Je vois, désolé, hein, je vois l'horloge un Oui, peu oui, tourner et oui, il faut peut-être accélérer un petit peu, ouais. juste sur un truc parce qu'on a parlé quand même et je voudrais pas qu'on soit trop déprimant. On a parlé et certes on les adore de deux personnes qu'on vénère évidemment, mais assez âgées. On a eu un constat un petit peu déprimant en se disant voilà le cinéma nostalgique tout ça. Encore que moi je vais en citer un mais qui est un peu dans cette veine-là, mais par un jeune réalisateur pour le coup. Alors, désolé François, ce que je sais, je vais aller vite parce que je sais que c'est vraiment pas ta tasse de thé, mais moi je suis obligé de Non, mentionner attends, le. j'en profite, Ouais, Antoine, pour juste réouvrir un petit peu mon volet, parce que je fonce, suis et en bah train comme ça, de sombrer dans vas-y, fonce, l'obscurité. profite de ça, n'écoute pas ce que je dis parce que ça va te faire mal aux oreilles. Il faut parler un petit peu du dernier film d'Edgar Wright, Last Night in Soho. En tout cas, pour ma part, qui a été aussi un des films voilà, qui m'a redonné un peu foi dans le truc en me disant, voilà, il y a un mec de 40 balais, quoi, qui est là,
qui a de l'envie de cinéma de dingue. Enfin, c'est un film formellement complètement taré. Pareil, il faudra le revoir, parce qu'il y a tellement de choses visuellement qui se passent à l'écran. Le film a des failles de narration, des personnages secondaires un petit peu bof-bof par moment. Il y a notamment une romance qui se met en place. Pareil, il faut beaucoup de suspension d'incrédulité parce qu'elle arrive vraiment comme ça très rapidement et tout. Mais ça fait vraiment plaisir. C'est du cinéma de genre qu'embrasse complètement les codes, à la fois du whodunit, qui fait des références à Argento et au film d'horreur Giallo. italien, au Giallo, merci. En veux-tu, en voilà. Il y a des, bah voilà, c'est ce qui est marrant, c'est que c'est un film nostalgique d'une époque qu'il n'a pas connue certainement, puisque voilà, je crois qu'il a une quarantaine d'années. Ça se passe dans le swinging London. Genre, elle sort à un moment donné et t'as une énorme affiche Thunderball avec Sean Connery. Enfin, moi, j'étais comme un fou. Donc, tu vois toutes ces références-là, tu sens que le mec a été biberonné à tous ces films-là, mais sans avoir connu cette époque, quoi. Et voilà, pour le coup, c'est un film qui parle. Qui a dans ses thématiques tout ce qu'on s'est dit, quoi. À savoir une nouvelle génération qui est confrontée à une ancienne époque, en fait, quoi, il faudrait. Je vais pas rentrer dans le détail de l'intrigue, mais voilà, une jeune femme va retourner dans cette époque, les années 60 londoniennes, en gros, quoi. Et pour le coup, le film se passe de nos jours et confronte tous ces genres, toutes ces époques, tous ces types de films-là, et donne un film juste passionnant, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un thriller comme ça, un peu psychologique, avec des touches d'horreur et de polar par moment. C'est une nouvelle génération qui rencontre Diana Rigg, par exemple, tu vois. Enfin, c'est un film qui fait un bien fou, quoi, et je place tous mes espoirs en Edgar Wright pour la suite. Il doit y avoir un nouvel acteur pour James Bond. On a parlé de James Bond tout à l'heure. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est mon chouchou pour le réaliser, ce prochain James Bond, quoi, que Barbara Broccoli ouvre les yeux, voit qu'il y a un réalisateur anglais incroyable qui est virtuose, quoi, et qui pourrait nous faire un James Bond complètement fun. Il a dit en interview d'ailleurs que lui, ça y est, que le James Bond, comme il l'appelle chocolat noir, s'était passé, parce que Daniel Craig était très sérieux, très chocolat noir, tu vois, très amer, et que lui, il voulait retourner à du bon James Bond chocolat au lait, bien plaisir coupable sous la couette, tu vois, ou sur le canapé, quoi. Et bah, let's go, Edgar, fais-nous un pur James Bond comme ça, à la Roger Moore, et régale-nous. En tout cas, Last Night in Soho, c'est un de mes films préférés de l'an dernier. Bah, il a une grosse fanbase, hein, ce gars, hein. Moi, j'ai lâché. En fait, j'avais pas aimé Shaun of the Dead, mais Ouais, j'ai regardé Baby Driver, je sais plus pourquoi. Vraiment, bon, j'ai arrêté au bout d'une demi-heure, j'en pouvais plus. ok. En fait, j'avais le cerveau qui explosait. Ouais, ah bah ça n'arrête pas, hein, c'est clair. Ouais, Voilà, voilà. Bon. Donc, pas du tout mon truc, mais il a une patte indéniablement, ce type-là. Et quand tu parles de virtuosité, je peux pas dire le contraire, en fait. Hmm. D'ailleurs, c'est un peu ça, c'est sa virtuosité que je trouve un peu éclabousssante. Je sais pas si ça existe, mais Non, mais ce, oui, c'est basé. oui, je vois ce que tu veux dire, quoi. C'est tellement, il y en a tellement, quoi, que par moment, tu as Voilà. l'impression qu'il nous en met partout pour nous, je sais pas, enfin, pour nous impressionner ou quoi. Donc, tu as un côté un peu poseur. Ce que je peux comprendre, hein, il y a des gens qui trouvent ça un peu surfait, tu vois. Enfin, ouais, d'accord, c'est maniériste pour pas grand-chose. Bah, Oui, moi, ouais, je peux comprendre, ouais, mais en tout cas, moi, ouais, chez voilà, moi, oui, ça c'est marche ça. bien. Je trouve ça effectivement maniériste. Après, bon. Non, mais très bien, très bien. Il faut partager nos coups de cœur. Et tu C'est vois, ça. tant qu'on est là, je vais parler de The Pool, un film thaïlandais. Alors, je triche un peu parce qu'en fait, il est sorti en 2018 en Thaïlande, je crois, mais Ah, d'accord, sa sortie française date de 2021. Donc, j'ai le droit. J'ai le ça droit. marche. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher le nom du réalisateur qui s'appelle Ping Lumpraploang. En tout cas, vous le retrouverez facilement et d'autant plus facilement que je vais vous raconter le pitch qui est quand même incroyable puisqu'il s'agit d'un couple qui doit survivre dans une piscine vide avec un crocodile. Euh, donc, voilà, je pense qu'il peut avoir la palme du scénar du pitch le plus con jamais écrit depuis un certain temps. Mais en fait, ça marche. Ça marche et c'est pas drôle du tout d'ailleurs. C'est abordé de façon complètement premier degré. Et j'en discutais en off avec Denis et je lui conseillais vivement de le voir euh, euh, parce que c'est ultra resserré.
Il y a très peu d'effets. Il y a des passages un peu what the fuck, évidemment. Mais ça passe crème. Il y a deux, trois passages comme ça qui durent quelques secondes. Mais sinon, mais j'étais cramponné à mon siège pendant 1 heure et demie. Ah, c'est ouf. Et je dis, ouais, mais c'est chouette de voir arriver des films thaïlandais comme ça en France. Et c'est un jeune réalisateur, évidemment, qui a scénarisé aussi, je crois. Et non, non, c'est à la fois fun et en même temps assez angoissant. Donc je conseille à tous les fans de films de genre un peu comme Captif. Mais The Pool a ce petit quelque chose en plus d'un peu fou voilà, qui m'a vraiment franchement plu. Qui Ça m'a me franchement rappelle, tu te souviens de ce film, je crois qu'on en avait parlé ensemble, de Crawl, je crois, de Ah bah Aja. oui, bien sûr. Non, mais il y a de ça. Il y a de ça. Crawl, c'est un cran au-dessus parce que tu sens vraiment que bah, déjà, Aja, il avait plus de moyens et puis ça devient. Oui, c'est pas une piscine, c'est un village. C'est un Ouais, village ouais, sur, ouais, sur ouais, les- c'est ça. sur l'eau. Et puis c'est un vieux briscard, Aja, tu vois, il connaît vraiment tous les codes par cœur et tout ça. Mais justement, ce jeune réal, je veux dire, il a trois persos, allez, quatre. Il a un chien, un croco et un jeune couple. Bon, voilà, donc c'est pas le même délire non plus, tu vois. Ouais, Dans, pas dans une le, dans le dualité. crawl, dans Crawl, il y a une surenchère, t'as plein de Bien crocos, sûr. là, t'en as qu'un seul, voilà. Et tu vois, c'est marrant parce que je me suis fait cette réflexion là-bas, le crocodile, c'est un animal qui est assez répandu en Thaïlande. Et, euh, et c'est assez marrant parce que la façon dont il filme le crocodile, tu sens qu'il connaît l'animal et il joue pas du tout, si tu veux. En fait, le couple est obligé de cohabiter avec l'animal pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, l'animal n'est pas agressif à la base. Il est juste là, il attend, comme le ferait sans doute un crocodile normal, c'est-à-dire qu'il ne va pas toujours Mhm. se jeter, tu vois, sur ses proies comme Bien ça. sûr, ouais. Donc non, voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon moment. Et si on veut rebondir sur des films de personnes un peu plus jeunes, je te le disais, je crois, en off, je ne sais plus si on l'a dit au début, mais moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé Madeleine Collins d'Antoine Barraud, dont je découvrais le cinéma là. J'y suis allé parce que c'était présenté comme un thriller avec Virginie Efira. J'aime les thrillers, j'aime Virginie Efira et j'ai pas été déçu. C'était toi qui es scénariste, honnêtement, le scénario est hallucinant. Ok. Ça fonctionne sur le mode de l'ellipse et de la révélation, et c'est amené avec un brio incroyable. Moi, j'ai Ok. passé vraiment un super moment. C'est très bien dialogué, c'est extrêmement bien joué. Il y a un côté un peu lynchien. Enfin, ouais, je pense que tu aurais aimé. Eh Je pense que bah, t'aurais écoute, aimé. pourquoi Si pas, tu hein. aimeras. Bah oui, oui, tout à fait. Bah, est-ce qu'on mentionne rapidement quand même un peu des films là qui nous brancheraient sur ce début d'année? Peut-être est-ce qu'on va aller voir aussi peut-être Ouais. récemment ou enfin prochainement, pardon. Toi sur, Oui, moi, ouais. je termine juste mon bilan Bien sûr, 2021 bien sûr. sans évoquer d'autres films, enfin sans revenir trop longtemps sur d'autres films Bah qu'on oui, avait aimés cette oui, année, parce que mais c'est vrai, ouais, c'est vrai qu'on en avait, moi j'en ai noté aussi, mais qu'on avait déjà chroniqué, quoi. Peut-être les ouais, mêmes d'ailleurs. Moi, je note d'un duo de films français qui nous avait beaucoup plu à la sortie. C'était notre premier Bobcast, je crois. C'est ouais, Médecin de nuit et Cinquième Set, quoi, qui sont ouais, des chouettes ouais, tu l'aimais incursions dans beaucoup. des genres différents, mais voilà, Cocorico, c'est cool d'avoir des films comme ça en France, quoi. Vraiment des chouettes films. Tout à fait. Moi, tu vois, j'avais mis aussi quand même, alors c'est petit, hein, mais j'avais mis la doublette Candy Chase The Deep House de Busti Omori parce que pour moi, ça Mhm. signe leur retour à un niveau qui est plus que correct et que avec des petits moyens, ils sont capables de vraiment tenir tête Ouais, enfin, ils sont capables de faire des bons films d'horreur. Ce dont j'avais commencé à douter après la vision de leur massacre à la tronçonneuse. ouais. Ça fait vraiment plaisir. Le Peuple Loup, bien sûr, La Loi de Téhéran, euh, Old de Shyamalan. Oui, qu'il faut que je vois, mais c'est vrai que tu nous en avais dit beaucoup de bien. Et il est régulièrement cité dans les tops de l'année, hein. Ouais, ouais, c'est un film qui a partagé pas mal, je crois, mais Oui, c'est bon signe. C'est bon ouais. signe. Je souviens-toi Ouais, de comme tous Phénomène, les. c'était pareil, hein. Tu avais des défenseurs et tu avais des gens qui trouvaient ça nul, 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 parmi le pire de Shyamalan. Moi, j'étais plutôt du côté, mais c'est mortel, Phénomène, quoi. Donc, et c'est un peu pareil pour Hall, j'ai l'impression. Donc, je suis chaud pour tester ça. Voilà, et puis pour terminer, ensuite on va effectivement faire une rapide vision sur les films de 2022, et ça tu vas le savoir beaucoup mieux que moi parce que moi je sais pas du tout ce qui Non, sort. vraiment, c'est sur ouais, le prochainement et tout, ce que j'ai pas trop regardé non plus. On se laisse surprendre un petit peu. Voilà, voilà. Mais je voulais juste revenir 2 secondes sur Les Amours d'Anaïs avec Anaïs de Moustier. Ah ouais, que j'ai loupé. Alors? Bah oui, parce que bah, il est très peu passé en salle et j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça très fin.
un peu agaçant au début et assez rapidement j'ai été pris au jeu de une fois de plus aussi de cette formidable actrice. Non, Je mais méfierais un petit peu au-dessus, mais de Moustier, Moussier, c'est bon, elle est extraordinaire quoi. Enfin, elle peut jouer tellement de choses. Enfin, elle a une palette dingue. J'ai pas ouais, vu d'ailleurs Elle a fait un film avec Perret Giacco aussi, le dernier Perret Giacco avec Philippe Catherine et Josiane Balasco. ouais, Bon, j'aime c'est pas une trop ce proposition de réal. comédie très particulière, hein, Perret Oui, Giacco, mais ça pourrait être ouais. sympa. Oui, la bande-annonce est très bien. Je l'ai vu au Exactement. Festival. La bande-annonce est super. Et puis elle a aussi joué dans un film d'un réalisateur que j'aime beaucoup, Jérôme Bonnel, Cher Léa, je crois. Ok. Enfin, elle est à l'affiche partout, quoi, hein, cette fille, hein, Ouais, ouais, mais elle c'est arrête pas, très hein. Ça talentueuse. travaille beaucoup. Et là, c'est un triangle amoureux et c'est très beau. C'est très léger, en même temps, c'est assez profond, tu te marres, et puis c'est admirablement interprété. Bruno Podalides, il est super. Valéria Bruni Tedeschi, que j'aime pas trop, qui m'agace habituellement, là, je la trouve très bien. Très recommandable. Alors, qu'est-ce que tu veux voir en 2022, Antoine? Puis on terminera là-dessus. Et bah en 2022, qu'est-ce que je vois? Bah là, prochainement, parce que c'est vrai on en a parlé un petit peu, mais moi je suis toujours pas allé au cinéma en 2022. Ouais. Dieu sait qu'il y a des films qui ont l'air sympas, mais là, c'est surtout, je vois qu'il y a le Del Toro qui vient de sortir, le Guillermo del Toro, donc ça va faire partie des trucs quand même à suivre. Je vais y aller. J'ai toujours pas vu le Paul Thomas Anderson qui a l'air très chouette et que voilà, je sais que pour beaucoup c'est déjà le top du top qui est top de l'année qui est déjà sorti quoi. Alors c'est une sortie, je m'étais noté ça, c'est une sortie qui est pas une sortie cinéma, mais qui peut intéresser bon nombre de cinéphiles puisqu'il y a Michael Mann qui sort, figure-toi, la suite de Hit, mais pas en cinéma mais en roman. Donc Ah, cet été nous aurons le droit à la suite. Apparemment c'est un préquel slash suite de Hit, voilà qui s'appelle Hit 2. Ok, d'accord. qu'il écrit depuis des années et qui sort cet été. Donc, je suis hyper curieux de voir ça. Parce que je me dis, mais bon, déjà Michael Mann, hein, voilà, tu sais, hein. Donc, on va bien voir. Évidemment, Spielberg, hein, maintenant, hein, on se rattache à ça, quoi. Donc, Spielberg. Après les blockbusters, c'est un peu toute la tristesse du truc, hein, c'est que les blockbusters, en vrai, je crois que le Mission Impossible a été décalé à l'an prochain. Il y a quand même Top Gun qui devrait sortir. Donc moi, voir Tom Cruise faire n'importe quoi avec des gros avions, j'ai envie de voir. Tu vois, je suis super chaud pour voir ça. Je réfléchis, mais Fincher ne fait plus de cinéma en salle et ça m'attriste, hein. Et Alors, qu'est-ce qui se mais passe? alors, non, c'est un film Netflix qui doit sortir cette année, qu'il a tourné avec Michael Fassbender l'an dernier, puisqu'il y a le tournage qui était à Paris notamment. Donc il revient à du bon vieux film de serial killer Ah, avec Michael Fassbender en tueur hyper froid. il va Fincher, peut-être il va peut-être vas-y. me récupérer là. Il va peut-être me récupérer Amen. Oui, parce que putain, voilà, tiens, moi, Fincher, je dis Amen, mais oui, oui, il faut. En tout cas, voilà, ça fait partie de mes grosses attentes. mais c'est Euh, Netflix ça, tu dis. C'est Netflix. Netflix, ouais, ouais, parce que je crois que c'est le dernier film qu'il a sous contrat avec Netflix, avant de repartir peut-être vers on l'espère, du cinéma plus traditionnel. J'ai rien noté d'autre. Je crois que Koreeda a tourné un film aussi cette année, enfin l'an dernier, avec notamment, je ne voudrais pas écorcher son nom, mais c'est l'acteur de Parasite, l'acteur principal, tu sais, le père de famille de Parasite. Et il a tourné voilà, un film avec des acteurs coréens. Je me demande s'il n'a pas tourné en Corée du Sud, donc Koreeda, on attend toujours. Voilà, il y aura des belles choses quand même à se mettre sous la dent cette année, quoi. Mais on se tient au courant, en tout cas, de nos prochains visionnages. On essaye de se faire aussi peut-être des séances communes, quoi. Mais déjà, ouais, là, le Del Toro, je suis très curieux. Il paraît que c'est formidable, le nouveau Guillermo del Toro, Ah ouais. qui Bon. s'éloigne du cinéma fantastique, apparemment, Ah d'accord. pour la première fois Il de y sa a, carrière. ouais, il y a une très belle brochette d'acteurs. Ouais, Moi, j'aime carrément. Tony Collette qui joue dans Héritage, qui est un de mes, tu le sais, un de mes films, Ouais. un de mes films préférés peut-être des 10 dernières années. Il Je faut, il crois faut qu'Ari absolument que je Aster, regarde. je me demande, non, Ari Aster et le réal de Midsommar et Hérédité, oui, c'est Hérédité d'ailleurs. Hérédité, ouais, pardon. Je crois qu'il est. Bah si, oui, ça doit pas tarder à arriver, non? Puisque je sais qu'il avait un projet de film et que Midsommar, ça commence quand même à Moi, se ça fait faire. 2 ans. Il y Ça a fait le 2 ans. film, je crois qu'il y a le nouveau de Damien Chazelle aussi qui a été tourné l'an dernier, Ah ah, qui se passe sûr.
Alors, je crois que ça se passe genre dans le cinéma, pas des origines, mais que ça se passe dans le Hollywood des années 50, tu vois. Ah Un oui, truc oui, comme j'ai lu ça. ça. J'ai lu ça. Bah, Bon, attends, encore un Antoine, on fait réal qui plein de utilise. projections. On fait plein de projections. On va dire au revoir à tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Et merci aux toiles de m'avoir fait découvrir Madeleine Collins. C'est encore aux toiles Voilà, je ne serais pas allé voir ce film s'il n'avait pas Ouais. été à côté de chez moi. Ouais, Malgré l'amour que je porte à Virginie Efira et au monde du thriller. Et donc, quel plaisir de pouvoir aller dans un cinéma de qualité, agréable et tout ça à 2 pas de chez soi. Donc, c'est bon. clair. Salut tout le monde. Et puis, Merci beaucoup. Bonne année bonne encore à année tous. 2022, mon Dieu. Bonne À année à plus. tous et on se tient au courant des super films qu'on va voir cette année. C'est certain. Ça marche. À plus, Antoine. Ciao!